Les travaux des VRD, les voiries et réseaux divers primaires sur les sites des logements sociaux ont été officiellement lancés ce dimanche par le Premier ministre. Avant de donner le coup de pioche, Daniel Kablan-Duncan a rappelé l'ambition du président Alassane Ouattara, celle d'offrir à ses concitoyens des logements décents. Et dans ce 20h, nous parlerons d'un sujet qui continue d'alimenter l'actualité en Côte d'Ivoire, l'enlèvement d'enfants. En moins de 2 mois, de décembre 2014 au 22 janvier dernier, on note 21 cas d'enlèvement. Une période difficile que traversent les familles dans les districts d'Abidjan. Le gouvernement apporte son soutien. La communauté internationale célèbre ce dimanche la 62e journée mondiale de la lutte contre la lèpre. Ici en Côte d'Ivoire, la cérémonie officielle a eu lieu à Dzopé autour du thème « Donnons pour vaincre la lèpre ». Voilà pour le sommaire. Bonsoir, bienvenue dans ce 20h. Nous irons en Guinée équatoriale pour le bilan de la journée d'aujourd'hui. Les matchs de football Guinée équatoriale, Gabon, Congo, Burkina Faso. Je vous l'annonçais dans les titres. Le Premier ministre a procédé ce dimanche à Bingerville au lancement des travaux des VRD, les voiries et réseaux divers primaires sur les sites des logements sociaux. Avant de donner le coup de pioche, Daniel Kablan-Duncan a rappelé l'ambition du président Alassane Ouattara, celle d'offrir à ses concitoyens des logements décents. Léon Bro. Bingerville, site des logements sociaux et économiques, des cités prennent forme. Certaines même disposent déjà d'équipements les rendant prêtes à être habitées. Nous avons fait tout ce qui est assainissement, c'est-à-dire le drainage des eaux pluviales. On a fait aussi les adductions d'eau potable. On a fait aussi la canalisation de tout ce qui est eau usée et puis eau vanne. Et là, vous constatez avec moi l'électrification. Le déclic dans la réalisation des maisons et travaux de voirie, réseau et drainage VRD sur ce site, le voici. Ce coup de pioche du Premier ministre Daniel Kablan-Duncan. Il lance les travaux de VRD primaires dévolus à l'État pour l'amener d'eau, électricité et autres commodités sur les espaces aux logements sociaux et économiques du territoire national. À Bingerville, c'est une distance de 13 km pour 3,8 milliards de francs CFA. En remettant la compte de 1,4 milliard aux 4 entreprises chargées de ces travaux, le chef du gouvernement donne au ministre de la Construction les preuves que les derniers obstacles au programme présidentiel de logements sociaux et économiques sont levés. Maintenant que les VRD vont être réalisés sur les principaux sites, nous vous assurons que la production massive des logements se fera dans les 3 ans à venir pour dépasser les objectifs que vous nous avez assignés. Dans toutes les périodes de 4 mois à compter de maintenant et ce jusqu'en 2017, nous vous inviterons à des cérémonies de remise des clés. Nous avons voté le président de la République en 2010. Ce choix n'a pas été vain. Cette conviction, surtout grâce aux importants appuis financiers du gouvernement en cette année 2015. Le gouvernement a donc mobilisé près de 40 milliards de francs CFA, dont 20 milliards inscrits au budget 2015. Et 20 milliards mobilisés auprès des partenaires marocains. Un montant de 35 milliards de francs CFA est destiné au financement des travaux de VRD, sur un besoin estimé à 38 milliards de francs CFA. Le préfinancement de la purge des droits coutumiers sera pris en charge à hauteur de 5 milliards de francs CFA. Sur la question du crédit acquéreur, le chef du gouvernement s'est montré également rassurant. Les derniers réglages sont fin prêts. Ils devront permettre le respect par tous les partenaires financiers du taux d'intérêt et de la durée de remboursement des prêts. 5,5% et 20 ans maximum. Le programme des logements sociaux économiques de standing initié par le gouvernement ivoirien a été officiellement lancé le 28 mars 2013. Retenez également que l'inauguration de la station d'approvisionnement en eau potable du sud d'Abidjan par le président de la République est reportée au 9 février prochain. Demain lundi, le président Alassane Ouattara sera en Arabie Saoudite pour présenter les condoléances de la nation ivoirienne au peuple du royaume saoudien à la suite du décès vendredi dernier du roi Abdallah Ben Abdelaziz Al Saoud.
L'élection présidentielle ici en Côte d'Ivoire aura lieu au mois d'octobre prochain, dans 9 mois exactement. Et la réussite de ce rendez-vous électoral est une priorité de la CEI, la Commission électorale indépendante. Le président de cette institution, Youssouf Bakayoko, en est conscient. Il est revenu sur ce défi au cours d'une rencontre bilan qui a rassemblé les commissaires centraux et le personnel de cette commission chargée d'organiser les élections générales en Côte d'Ivoire. Gabriel Zanilou. Des commissaires centraux à Youssouf Bakayoko lui-même, président de la CEI, Commission électorale indépendante, la certitude est que si l'année 2014 a été marquée par la réforme de la CEI, preuve de la normalité institutionnelle, 2015 est l'année des défis et non des moindres. Parmi les défis majeurs qui se dressent devant nous, il y a la mise à jour du fichier électoral. Cette activité débutera dès le premier trimestre de cette année. Il y a également le code électoral, principal outil de travail de notre institution. À cela, il faut ajouter le plus immédiat des défis attendus par tous, l'élection du président de la République. Mais avant cela, la cartographie électorale a besoin d'un bon toilettage, des tâches immenses qui nécessitent une grande solidarité et cohésion des membres de la CEI. Je suis persuadé que pour les mener à bien, l'avenir nous trouvera comme par le passé, unis et solidaires. Cérémonie aux accents d'appel à l'engagement de tout le personnel, la Commission électorale indépendante veut rompre avec le cycle des scrutins fâcheux de 2010. Dans quelques jours seulement, la Commission installera ses démembrements locaux. La présidentielle, elle, est attendue dans le courant du mois d'octobre. Du côté des partis politiques, on s'organise à quelques mois des élections en Côte d'Ivoire. Laurent Donafologo, président du RPP, le Rassemblement pour la paix et le progrès, s'est prononcé sur l'appel de Daoukro. Cet appel à soutenir la candidature du président Alassane Ouattara, appel lancé par le président du PDC-RDA, Henri Konan Bédié. Pour Laurent Donafologo, cet appel est tout simplement bénéfique pour l'avenir de notre pays, la Côte d'Ivoire. Vous l'entendrez dans ce reportage. Ben Touré, Gabriel Zanilou. Certains l'ont qualifié d'historique, d'autres comme Laurent Donafologo jugent l'appel de Daoukro de... Le miraculeux, ce n'est pas de dire je veux ceci ou je veux ça. Je vous dis ce qui se passe. L'essentiel est que cette entente entre deux adversaires d'hier, entente qui surprend plus d'un, et à juste raison, permette à la Côte d'Ivoire d'avancer encore plus vite et plus solidement vers la prospérité et l'émergence. Pour le président fondateur du Rassemblement pour la paix, le progrès et le partage RPP, l'opposition doit être l'autre face de la médaille de la construction nationale et non une opposition qui fait l'apologie de la chaise vide. La ligne oppositionnelle à laquelle je vous appelle est difficile. Contrairement à ce que l'on peut penser, elle est plus difficile à mettre en œuvre. Il nous faut, pour le bien de la Côte d'Ivoire et des Ivoiriens, nous efforcer de prendre ce chemin-là, certes malaisé, mais qui conduit au salut de notre nation. Le dégel des avoirs, notamment celui de son secrétaire général Ouattara Nyonzié, le retour des exilés ou encore la libération de certains prisonniers de la crise post-électorale, des actions saluées par le RPP. Des gestes de décrispation politique de ce genre, Laurent Donafologo en souhaite encore et encore, surtout en cette année électorale. L'appel de Daoukro a été expliqué au cours d'un meeting organisé par la Fédération des jeunes du PDCI du Grand Centre. Cette campagne d'explication et de sensibilisation a eu lieu ici à Abidjan, dans la commune de Yopougon. Le compte-rendu de Léon Bro. Tous unis pour la réélection du président Alassane Ouattara en 2015, c'est l'enjeu de ce rassemblement à l'initiative de la Fédération des jeunes du PDCI-RDA du Grand Centre. Au terrain de Banco 2 à Yopougon, cadres et militants du parti étaient aux côtés des jeunes pour dire leur soutien à l'appel de Daoukro. La jeunesse PDCI du Grand Centre s'engage à soutenir de façon ferme le président
Henri Konan Bédié. Le parrain, lui-même du Grand Centre et vice-président du PDCI RDA, a expliqué la vision du président de son parti. Henri Konan Bédié pour Aoussou Jano prône la paix, la cohésion et le développement à travers son appel dit de Daoukro. Une raison pour lui d'appeler à l'union autour de la candidature unique du président Alassane Ouattara pour le RHDP. Bédié va reconstituer la famille du Fouet Boahi. Oui, UDPCI, RDR, PDCI, tous, on va se retrouver sur la tombe du Fouet Boahi pour jurer, pour bâtir une belle et grande Côte d'Ivoire avec Alassane Dramane Ouattara à la tête, comme ouvrier. Le meeting de la Fédération des jeunes du PDCI RDA du Grand Centre a aussi enregistré l'investiture du président de l'Union des jeunes de cette partie du pays. Restons dans le cadre des activités des partis politiques. Le Rassemblement du peuple de Côte d'Ivoire, le RPCI, a donné sa vision de la situation sociopolitique en Côte d'Ivoire. Le président de ce parti politique, Bamba Mori Ferré, a invité l'ensemble de la classe politique ivoirienne à s'engager dans des élections démocratiques transparentes ici en Côte d'Ivoire. L'élection présidentielle de 2015, c'est en octobre prochain. Et le RPCI, le Rassemblement du peuple de Côte d'Ivoire, l'a bien compris. Selon son président, le professeur Mori Ferré Bamba, l'engagement du président de la République de consolider la démocratie en Côte d'Ivoire mérite d'être soutenu. D'où la déclaration suivante. Le RPCI est un parti politique dans l'opposition, mais une opposition constructive, républicaine et responsable. Notre parti invite le peuple ivoirien à se mobiliser et à se donner la main pour préparer et participer massivement aux prochaines élections générales et à l'issue desquelles l'alternance politique en Côte d'Ivoire sera une réalité. 2015 est une année de grands défis pour la Côte d'Ivoire qui devra renouveler les dirigeants des institutions par l'organisation d'élections générales. Ces élections, estime le président du RPCI, doivent pouvoir rassembler les Ivoiriens sur la base des valeurs de démocratie, de justice et d'égalité. L'actualité sociopolitique et la question de l'emploi des jeunes étaient au centre d'une rencontre entre la jeunesse du MFA, le mouvement des forces d'avenir et le conseiller à la présidence chargé de la jeunesse et des sports. Les préoccupations de la jeunesse du MFA ont trouvé réponse au cours de cette rencontre suivie par notre reporter Léon Brou. À l'issue d'un conseil présidentiel sur la problématique de l'emploi jeune, le gouvernement a annoncé en début d'année la mise sur pied d'une structure. C'est bien ce sujet qui est au centre des échanges entre les leaders de la jeunesse du MFA, Mouvement des forces d'avenir et le conseiller technique du chef de l'État. Il s'agit de se mettre au même niveau d'information pour expliquer à la jeunesse ivoirienne les efforts du président Alassane Ouattara pour résoudre le problème de l'emploi jeune. L'emploi jeune est une question très fondamentale partout en Afrique, surtout en Côte d'Ivoire. Nous espérons que le MEFA, toutefois qu'il est sollicité, jouera sa part pour que vraiment ce projet, cette initiative de mise en place de ce conseil-là puisse bénéficier à l'ensemble des jeunes de Côte d'Ivoire. Le chef de l'État a annoncé des réformes. Le président des jeunes du MFA nous a fait part de la lecture de la jeunesse du MFA sur le processus en cours. Je note avec satisfaction que la jeunesse du MFA soutient les actions du chef de l'État. Nous allons transmettre l'ensemble des propositions qui ont été faites par la jeunesse du MFA au secrétaire général de la présidence. Le conseiller technique du président de la République exhorte également les jeunes à plus de persévérance et les invite aux assises de la jeunesse. Ce rendez-vous prévu pour se tenir du 23 au 28 mars prochain. Avant de parler de la lèpre, sachez qu'un magistrat ivoirien a fait son entrée à la CPI, la Cour pénale internationale. Il s'agit de Cissé Lossiné. Il était substitut du procureur à la Cour d'appel de Bouaké. Il vient d'être admis à la CPI en qualité de juge enquêteur. Il a été choisi parmi 200 autres magistrats qui étaient candidats à ce poste. Cissé Lossiné est le premier Ivoirien à travailler en qualité de magistrat dans cette haute juridiction internationale. La communauté internationale célèbre ce dimanche la 62e journée mondiale de la lèpre. Ici en Côte d'Ivoire, la cérémonie officielle a eu lieu à Adzopé autour du thème « Donnons pour vaincre la lèpre » par Gassoro Koné.
L'Organisation mondiale de la santé OMS estime à 215 656 le nombre de nouveaux cas de lèpre dépistés dans le monde. L'Afrique occupe la 3e place avec 20 911 cas. La Côte d'Ivoire, l'un des pays touchés au monde, enregistre 910 nouveaux cas en 2014. En vue de leur témoigner compassion et solidarité, une journée mondiale leur est dédiée. Journée célébrée chaque dernier dimanche du mois de janvier. Cette journée marque la reconnaissance de l'OMS à Raoul Foloro, appelé le vagabond de la charité, pour son combat contre la lèpre. Cette année, en Côte d'Ivoire, c'est la ville d'Azopé qui a abrité la cérémonie officielle de la 62e édition de la Journée de la solidarité en faveur des personnes atteintes de la lèpre. C'est le signe que les autorités gouvernementales se montrent soucieuses de notre handicap et travaillent en conséquence à l'élimination de la lèpre en Côte d'Ivoire et à l'amélioration de nos conditions sociales. Présente, la ministre de la Santé et de la lutte contre le sida exhorte communautés religieuses, coutumières, partenaires techniques au développement et population à s'unir pour lutter efficacement contre cette maladie invalidante. Pourquoi est-ce que nous ne déciderons pas aussi aujourd'hui de refuser totalement que la lèpre continue d'invalider des populations? Mobilisons-nous tous donc pour la disponibilité du traitement, pour le dépistage précoce. Je veux personnellement travailler pour 0 nouveau cas de lèpre en Côte d'Ivoire. La ministre Raymond Goudou Kofi a eu le soutien du ministre Patrick Hachi, fils de la région. Au cours de cette cérémonie, de nombreux dons ont été offerts aux personnes atteintes de cette maladie. À cette occasion, les malades de la lèpre de l'Institut Raoul Foloro des Côtes d'Ivoire, situé à environ 10 km de la ville d'Azopé, ont reçu la visite de la ministre de la Santé et de la lutte contre le sida. Une maladie ancestrale comme ça, on dit on s'en va à l'émergence et puis on a encore des malades. Donc on va lutter pour qu'il n'y ait plus de nouveaux malades et puis vous autres continuez de vous traiter pour que vous puissiez vivre avec. Au terme de la visite, malades et responsables de ce centre de soins spécialisé de la lèpre ont offert à la ministre Raymond Goudou Kofi des présents en guise de reconnaissance. J'espère, hein? Et dans le cadre de cette journée de lutte contre la lèpre, la sensibilisation a été faite à Abli, village situé dans le département de Toumoudi. Les responsables des structures de santé publique du département de Toumoudi ont saisi cette occasion pour inviter les communautés villageoises à se faire dépister dès l'apparition de toute tache sur la peau. Pour ces responsables des centres de santé, l'éradication de la maladie est à ce prix, signalant que le traitement de la lèpre est gratuit ici en Côte d'Ivoire. On en vient maintenant à ce sujet qui continue d'alimenter l'actualité en Côte d'Ivoire, surtout ici dans le district d'Abidjan, l'enlèvement d'enfants. Des enfants disparaissent régulièrement. En moins de 2 mois, de décembre 2014 au 22 janvier dernier, on note 21 cas d'enlèvement, parmi lesquels un seul enfant a été retrouvé vivant. Selon la police nationale, une période difficile que traversent des familles dans le district d'Abidjan. Devant nous, le regard triste d'un père de famille qui jusque-là n'arrive pas à comprendre ce qui s'est réellement passé. Hélas, il ne trouvera pas de réponse puisqu'il retrouvera son fils mort en bordure de lagune à Yopougon. Il s'agit de Jean-David Kofi, arraché brusquement à l'affection de ses parents et de son frère jumeau. J'ai fait tout ce qu'il fallait faire pour un père pour chercher son enfant, je n'ai pas trouvé mon enfant. C'est ainsi que le samedi 6, l'école m'appelle, me disant que je retrouverai un enfant mort à l'eau quoi. J'ai dit non, c'est pas possible, j'appelle mon enfant. Effectivement, je reconnais mon enfant, mais la tête complètement dans la lagune. Mais quelle image insoutenable, Madame le ministre. Des contusions sur le cou, des contusions sur le côté, comme s'ils ont extrait son sang. Tout comme Jean-David Kofi, Maro Benitier, Mélès Esso et d'autres enfants encore ont subi le même sort. Tous ont été retrouvés morts en bordure des lagunes. Une situation bien triste. Le gouvernement ivoirien, touché par la situation, a tenu à apporter son soutien aux familles éplorées. Anne Désiré Ouloto, ministre de la Solidarité, de la Famille, de la Femme et de l'Enfant, représentant le gouvernement ivoirien, a offert à chaque famille éplorée la somme d'1 million de francs CFA. Quel que soit ce qu'un citoyen vit à ce niveau, le président doit être près de lui. L'État doit être à ses côtés pour le soutenir. Donc le président m'a demandé de vous remettre à chacune de ces familles victimes la somme de 1 million de francs CFA pour vous aider à sécher vos larmes. Il y a pour encore une fois.
Chers amis, restez tranquilles, écoutez vos parents. Ne vous prenez pas seul. N'allez pas loin. Anne Désiré Ouloto demande aux parents de redoubler de vigilance et d'entretenir une franche collaboration avec les forces de l'ordre. Un numéro vert est disponible, le 116, pour dénoncer tout comportement suspect. Voilà, c'était Emma de Niamey. Rendons-nous maintenant à Guitry, dans la région du Lodjibois, où les populations souffrent énormément du manque d'infrastructures économiques et sociales, nous dit notre reporter Francis Boifo, son constat sur le terrain. Ndri Kofikro, village situé dans la commune de Guitry, région du Lodjibois. Un seul point d'eau pour plus de 3000 âmes. Dans ce village, les habitants manquent un peu de tout. Nous sommes confrontés à un problème crucial d'eau. Également, nous avons un problème de dispensaire parce que s'il faut aller jusqu'à 16 km pour se faire traiter, souvent on tombe rapidement. Et également, nous avons besoin de refaufilage de notre voie, nous reliant à Guitry. Parce que nous sommes à 16 km. Il faut le reconnaître, les infrastructures ont subi le coup de la crise et en ce moment, la vérité est que les populations attendent beaucoup de la mairie de Guitry. Que faire pour sortir les populations des 46 villages que compte la commune du sous-développement? Le premier magistrat appelle à l'aide. Notre appel à l'endroit de l'État, premièrement, c'est de faire encore un peu plus. Il n'y a pas que l'État que nous devons solliciter. Nous sollicitons évidemment les bailleurs de fonds. Nous sommes dans une zone à fort potentiel agricole. Beaucoup de choses peuvent se faire ici. Les cas de Guitry doivent venir au chevet de leur localité. La commune de Guitry est une zone à forte production agricole. Le reprofilage des voies va soulager les paysans, souvent victimes d'injustice. Du fait du mauvais état des routes, le prix du kilogramme borchant du cacao, par exemple, est payé en deçà du prix officiel. Et cela dure plusieurs années, martèle le maire. Le reste de l'actualité avec tout d'abord ces dispositions prises par le Conseil du coton et de l'anarcade avant le début effectif de la campagne 2015 de commercialisation de la noix de cajou. Au nombre de ces dispositions figure en bonne place la formation du corps préfectoral et des directeurs régionaux de l'agriculture, formation sur l'organisation et le fonctionnement des comités de veille et de suivi de la commercialisation de l'anarcade. Le point avec Kwadjo Kwame de la station RTI Boaké. La campagne 2015 de la commercialisation de la noix de cajou se prépare activement. Pour la réussite de cette campagne, le Conseil du coton et de l'anarcade a décidé d'impliquer dans les échanges le corps préfectoral et les directeurs régionaux et départementaux de l'agriculture des zones de production. Pour mieux outiller ces acteurs, un atelier a donc été initié à Boaké. Pendant 6 heures d'horloge, il a été question de présenter et d'expliquer l'organisation, le fonctionnement des comités de veille pour le suivi de la commercialisation de l'anarcade. Nous avons des supports de commercialisation qui sont les carnets d'achat produits que tout acheteur devrait remettre à un producteur dès lors qu'il achetait ne serait-ce que 1 kilo avec ce producteur. Il s'agit aussi des fiches de transfert qui devront permettre de faire acheminer les produits des différentes zones de production vers les ports d'Abidjan, de San Pedro. Pour cette campagne, le Conseil du coton et de l'anarcade projette d'atteindre une production annuelle de 600 000 tonnes de noix de cajou. Au cours des échanges, les responsables du Conseil du coton et de l'anarcade ont exhorté le corps préfectoral à combattre la sortie illicite des produits vers les pays limitrophes. Cette année, nous allons mettre tous les moyens qu'il faut pour renforcer ces dispositifs. C'est pour cela que les comités de veille aussi sont sollicités. Nous allons mettre les moyens qu'il faut à leur disposition pour qu'ils puissent interdire et vraiment éviter que tous les produits sortent par voie terrestre. La question de la disponibilité des sacs brousses en quantité suffisante a été également évoquée. Les producteurs identifiés seront approvisionnés en sacs brousses par le Conseil du coton et de l'anarcade par le biais des comités villageois. Selon des spécialistes de l'environnement, la dégradation des terres, mais surtout la pauvreté des populations constituent des menaces pour la conservation de la biodiversité. L'exemple du patrimoine de la Comoué, situé au nord de la Côte d'Ivoire, a été cité. La question urgente aujourd'hui est de savoir comment mettre fin à cette menace de la biodiversité. La réponse a été donnée par les responsables du Centre de recherche en écologie, nous dit notre reporter Grace Kando.
La réserve de biosphère est un espace géographique constitué d'écosystèmes et d'êtres vivants. La réserve de la Comoé, située au nord-est de la Côte d'Ivoire, est confrontée à diverses menaces. La dégradation des terres et la pauvreté des populations riveraines constituent de réelles menaces pour la conservation de la biodiversité. Pour apporter une réponse à toutes ces préoccupations, une thèse de doctorat sur les stratégies de gestion participative et intégrée de la diversité biologique dans la réserve de biosphère de Comoé au nord-est de la Côte d'Ivoire a été réalisée. C'est une étude du docteur Martine Goz, directrice du Centre de recherche en écologie. Le parc national de la Comoé, il y a un certain nombre de problèmes. L'approche que je propose dit qu'il faut associer à toutes les activités de conservation les populations locales qui vivent là. Donc, si on ne les intègre pas, on ne prend pas en compte considérablement leur mode de vie, leurs besoins, ça sera difficile. Il va toujours avoir des braconnages, il va toujours avoir des prélèvements illicites. Une œuvre saluée par le public et le président du jury. C'est un travail remarquable, surtout dans un pays comme la Côte d'Ivoire, dont la forêt a été significativement atteinte, détruite. Et je pense que l'interaction qui est conseillée dans ce travail entre l'homme et la nature est très importante. Et je pense que ça devrait servir de boussole à nos décideurs. Le thème que Dr Goz a développé contribue fortement à la gestion des parcs nationaux. Pour nous qui sommes gestionnaires de ces espaces, nous reconforte dans ce que nous sommes en train de faire. Cette étude s'inscrit dans le cadre du projet régional UNESCO MAB intitulé « Renforcement des capacités pour une gestion efficace et durable de la diversité biologique ». Rendons-nous maintenant dans le Haut-Sassandra où le président du conseil régional, Alphonse Diédié-Madi, a effectué récemment une visite de terrain dans plusieurs localités. Son objectif, constater l'état d'avancement des projets en cours de réalisation, projets en faveur des populations du Haut-Sassandra. Le point avec Thérèse Tapé-Yoboué. Ce sont plusieurs localités dans les départements de Daloa, Issia et Zougoube qui ont été visitées par le président du conseil régional du Haut-Sassandra, Alphonse Diédié-Madi. Dans ces localités, il a pu constater l'état d'avancement de plusieurs réalisations en faveur des populations. 9 écoles primaires, 5 collèges, 4 centres de santé, 3 logements de maîtres, de sages-femmes et de médecins, 66 km de routes reprofilées, 4 marchés de 6 à 8 travées. Coût total des réalisations, 190 millions de francs CFA. À l'issue de ces visites, Alphonse Diédié-Madi a échangé avec les populations. Il a profité pour rappeler à certains entrepreneurs la nécessité de travailler avec sérieux au risque de voir leur contrat résilié. En marge des visites de chantier, le président du conseil régional du Haut-Sassandra a procédé à la pose de la première pierre du pont de Liabo dans le département de Zougoube. La construction de ce pont, dont le coût est évalué à près de 58 millions de francs CFA, est très attendue par les populations. Il permettra de désenclaver un vaste ensemble de 11 villages avec une population estimée à 15 000 âmes. Parlons maintenant de la 99e assemblée plénière des évêques catholiques de Côte d'Ivoire. Ces assises donnent l'occasion au clergé ivoirien de faire le diagnostic de la vie de l'Église et de celle de la nation. Les participants ont plaidé pour une Église forte au service de la société ivoirienne. Les 19 évêques catholiques de Côte d'Ivoire, dont 15 en fonction et 4 émérites, le nonce apostolique et l'ensemble du clergé étaient en conclave dans la province ecclésiastique d'Abangourou. C'était à l'occasion des assises de la 99e assemblée plénière de la conférence des évêques catholiques de Côte d'Ivoire. Rencontre annuelle et tournante qui parle de la vie de l'Église catholique et celle de la nation. Les autorités administratives
initiatives politiques locales ont souligné le rôle important de l'Église dans le processus de réconciliation et de cohésion sociale en cours dans le pays. Le nonce apostolique représentant le Saint-Père a salué la vitalité spirituelle de l'Église catholique en Côte d'Ivoire et exhorté à la fidélité au Christ par la conversion. Monseigneur Joseph Spiteri a invité les hommes politiques ivoiriens à privilégier la voie du dialogue et celle du pardon et de la tolérance en cette année électorale. Monseigneur Alexis Touabi, président de la conférence des évêques catholiques de Côte d'Ivoire, a plaidé pour une église ivoirienne forte et souhaité que les efforts de réconciliation déjà entrepris dans notre pays soient poursuivis pour une paix durable. Des rencontres entre évêques pour faire le bilan de l'année écoulée et donner les orientations de l'année 2015 étaient au centre de la 99e assemblée plénière de la conférence des évêques catholiques de Côte d'Ivoire. Rendons-nous en Guinée équatoriale pour le bilan de la journée d'aujourd'hui, les matchs de la Coupe d'Afrique des Nations de football, les résultats d'aujourd'hui avec le service sport. Premier du groupe A avec 7 points, le Congo a su conserver sa place de leader. Au stade des Bébéens, il a livré un magnifique match face aux étalons du Burkina Faso. Bifouma et Nguessi sont les deux joueurs qui ont fait la victoire au Diable Rouge aux 51e et 88e minutes. Quand Aristide Bonsé sonne l'égalisation à la 86e, une lueur d'espoir s'allume pour les finalistes de l'édition de la CAN 2013. Elle sera de courte durée. Les étalons sont surpris par le deuxième but congolais. C'est terminé, le Congo part en quart de finale. À Bata, les Panthères sont tombés devant le pays organisateur. La 53e minute a tout déclenché pour le Nzalang national qui obtient un penalty transformé par Balboa. Le Gabon qui se sent en danger se jette à l'attaque en vain. Les Équato-Guinéens ont définitivement le pied pour le second tour à la 85e minute grâce à Ivan Salvador. Demain, RDC Tunisie, Cap-Vert, Zambie. Et mercredi prochain, Côte d'Ivoire, Cameroun, on a toujours de l'espoir. Merci de nous avoir suivis.